Lorsque le président russe Vladimir Poutine a accueilli jusqu'à 12 000 soldats nord-coréens en Russie, il a dû penser qu'il avait réalisé un coup précieux. Non seulement il avait obtenu une main-d'œuvre nécessaire pour reprendre Koursk, mais ce n'étaient pas de simples soldats nord-coréens. Beaucoup étaient membres du Storm Corps, les forces spéciales d'élite de la Corée du Nord, qui se spécialisent dans la subterfuge et l'infiltration derrière les lignes ennemies. Mais il y a un problème pour le président de la Russie. Les soldats qu'il a reçus de la Corée du Nord sont bien moins compétents qu'il ne le croyait. Et ils sont tellement perdus sur le champ de bataille que les forces spéciales ukrainiennes sont capables de les traquer et de les éliminer presque à volonté. C'est exactement ce qui s'est passé le 13 janvier 2025. Il semble qu'un peloton nord-coréen entier ait été détruit à Koursk et que les soldats ukrainiens se soient transformés en chasseurs des nouvelles troupes russes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui s'est passé lorsque les forces spéciales ukrainiennes ont localisé le peloton nord-coréen, ce que nous avons appris jusqu'à présent sur les soldats nord-coréens à Koursk, et pourquoi ces soldats ne sont pas aussi performants que Poutine l'espérait. Le 13 janvier, le Kyiv Independent a rapporté que les forces spéciales ukrainiennes avaient repoussé une attaque de troupes nord-coréennes dans l'oblast de Koursk. Le service de presse ukrainien a livré les détails sanglants. Un seul engagement a conduit à la mort de 17 membres du contingent nord-coréen de Poutine. Ce peloton de milliers de nord-coréens avait été déployé dans l'oblast de Koursk pour aider la Russie à contrer l'invasion ukrainienne du territoire en août 2024. L'Ukraine mène depuis une courageuse défense de ce territoire, avec pour objectif apparent de conserver Koursk afin de l'utiliser comme monnaie d'échange si jamais Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky entament des négociations de paix. La bataille avec le peloton nord-coréen a été longue. Durant de matin jusqu'à soir, l'engagement a vu les opérateurs des forces spéciales ukrainiennes traquer activement les soldats nord-coréens pour les éliminer. Des images vidéo de l'opération ont également émergé, montrant peu de détails graphiques. Plus tôt, des soldats ukrainiens patrouillent les bois, notant les positions des soldats nord-coréens au passage. Dans des scènes qui semblent tirées du projet Blair Witch, les Ukrainiens naviguent à travers les arbres et tombent même sur ce qui semble être de petits bâtiments abandonnés dans la forêt. À divers moments, vous pouvez voir les opérateurs des forces spéciales se rapprocher d'une position nord-coréenne. Un fusil a été levé, un coup tiré, puis les Ukrainiens passent à la prochaine cible. Les forces spéciales ukrainiennes sont loin d'être des défenseurs désespérés de la terre qu'ils ont prise à la Russie. Ils sont devenus des chasseurs de troupes nord-coréennes, capables de naviguer dans des bois denses pour cibler facilement les soldats importés de Poutine. Sur fond de musique dramatique, des images montrent les arbres à travers lesquels les Ukrainiens devaient repérer les soldats nord-coréens. L'Ukraine a un net avantage, ayant combattu dans ce type d'environnement pendant près de 3 ans contre la Russie. Les soldats nord-coréens tentent simplement de survivre pour continuer à se battre un autre jour, mais aucun n'a survécu le 13 janvier. La vidéo montre des nord-coréens, au corps flouté, morts ou mourants. Les images ne montrent pas qu'un groupe de nettoyage ukrainien a suivi les forces spéciales pour tenter de localiser et capturer les nord-coréens encore debout. Ce groupe a rencontré l'un des soldats importés de Poutine. Mais plutôt que de se rendre aux Ukrainiens, le soldat a tenté de les éloigner de leur position vers un piège mal posé. Le piège a échoué, les soldats ukrainiens étant trop malins pour y tomber. Le nord-coréen, peu importe les conséquences, a dégoupillé une grenade pour tuer des Ukrainiens en se sacrifiant, évitant ainsi d'être capturé. La nouvelle voix de l'Ukraine donne plus de détails sur l'engagement. Il a appris que les groupes de forces spéciales envoyés pour traquer le peloton nord-coréen étaient tous membres du 6e régiment SSO. Le SSO a même rapporté sur le nord-coréen qui a tenté de piéger l'équipe de nettoyage. Un soldat nord-coréen a tenté de piéger les forces spéciales ukrainiennes en faisant exploser une grenade à leur approche. Néanmoins, nos soldats ont repéré le danger à temps et se sont mis hors de portée de l'explosion, prévenant ainsi les pertes, d'après le rapport. Et c'est là que réside l'essence de cette rencontre. Une unité des forces spéciales ukrainiennes a affronté un peloton nord-coréen au complet. Les Ukrainiens ont survécu sans perte, alors que tous les nord-coréens ont péri. L'écart de compétences est flagrant. Et c'est un problème que Poutine va trouver qu'il rencontre de plus en plus, alors qu'il essaie d'utiliser les troupes mal formées du président nord-coréen Kim Jong-un pour reprendre Koursk. Pire encore pour Poutine, ce n'est pas la première fois que les forces spéciales ukrainiennes ont éliminé un peloton nord-coréen. Le 8 janvier, des nouvelles ont émergé d'une rencontre précédente, au cours de laquelle une équipe d'opérations spéciales ukrainienne a réussi à tuer 13 soldats nord-coréens. Les Ukrainiens ont utilisé une combinaison de guerre par drone et de tirs d'armes légères pour remporter leur victoire, la première méthode ayant tué 8 des soldats nord-coréens, tandis que les tirs d'armes légères en ont éliminé 5 autres.
Le plus notable de cette rencontre précédente est ce que les forces spéciales ukrainiennes ont découvert sur les corps des soldats neutralisés. Les Ukrainiens ont découvert qu'un des soldats portait un fusil d'assaut présumé d'origine russe, accompagné d'une radio russe et d'un dispositif de détection de drones. Toute preuve que Poutine non seulement accepte les soldats de Kim, mais qu'il les équipe d'armes russes. Que ce soit parce que les armes nord-coréennes sont jugées inadaptées à l'usage, ou parce que les soldats importés arrivent sans aucune arme à eux, reste à déterminer. Cet engagement précédent comportait encore un autre aspect intéressant. Il semble qu'au moins l'un des 13 soldats nord-coréens tués était un officier. Les forces spéciales ukrainiennes ont trouvé une carte d'identité sur l'un des corps qui différait des cartes militaires régulières que le reste des soldats avaient. Cet officier potentiel portait également une lettre d'appel au Parti des travailleurs de Corée du Nord, le parti que dirige le président Kim, qui semble faire partie d'un accord de non-divulgation que chaque soldat nord-coréen doit signer avant d'être envoyé en Russie. Nous avons donc des nouvelles de 2 rencontres macabres entre les forces spéciales ukrainiennes et les pelotons nord-coréens. 2 rencontres où les nord-coréens sont clairement sortis perdants. Cela semble être l'histoire des forces de la Corée du Nord dans la région de Koursk jusqu'à présent. Ces 2 rencontres révélaient une guerre où la Corée du Nord perd des soldats à un rythme alarmant. Le 13 janvier, le même jour où les nouvelles du premier engagement dont nous avons parlé ont émergé, le Kyiv Independent a rapporté qu'au moins 300 soldats nord-coréens étaient déjà morts à Koursk, avec 2700 autres blessés. Selon le Service national de renseignement de Corée du Sud, Service national de renseignement, la Corée du Nord aurait subi 4000 pertes à Koursk, comme l'a récemment déclaré Zelensky. Peu importe qui a raison, cela ne change rien. Les chiffres montrent que le contingent nord-coréen de jusqu'à 12 000 soldats a perdu entre un quart et un tiers de son effectif total en seulement quelques mois de combat en Russie. L'approche impitoyable de Poutine semble s'étendre au-delà des soldats combattant à Donetsk. Le service national de renseignement dit que ce taux de perte massif est le résultat du manque de compréhension des soldats nord-coréens de la guerre moderne, ainsi que de leurs tentatives inutiles pour abattre les drones ukrainiens rapides, qui sont si souvent utilisés pour dévaster leurs unités. Le service national de renseignement a également confirmé ce que l'engagement du 13 janvier entre l'Ukraine et un peloton nord-coréen a révélé. On dit aux soldats nord-coréens de se tuer pour éviter d'être capturés par l'Ukraine. Cela nous amène à ce que nous avons appris jusqu'ici sur les soldats nord-coréens, à partir de ces engagements. Ils semblent tactiquement incompétents et utilisent des armes inconnues sur le champ de bataille de Koursk. La Russie doit entièrement équiper les soldats, qui sont donc forcés d'apprendre sur le tas en étant envoyés au front. Naturellement, ils perdent lorsqu'ils sont confrontés aux forces ukrainiennes plus aguerries et expérimentées. Si un Nord-Coréen survit à une rencontre et est trouvé par une équipe de nettoyage ukrainienne, leur seule option, celle qui leur a été inculquée à Koursk, est de mourir plutôt que de se rendre. Cela recontextualise les tentatives des soldats nord-coréens de tuer des Ukrainiens, avec une grenade le 13 janvier. Ce n'était pas un dernier acte de bravoure d'un soldat prêt à sortir sur son bouclier. C'était une tentative timide de tuer au moins quelques Ukrainiens dans une explosion qui allait toujours se produire parce que le soldat nord-coréen avait été informé qu'il devait mourir. La Corée du Nord n'est pas plus sympathique lorsqu'elle révèle la nouvelle de ces décès aux familles des soldats envoyés à Koursk. Selon une source nord-coréenne anonyme, les premiers certificats de décès de ceux qui ont péri sur le champ de bataille de Koursk ont été remis aux familles, le 18 décembre 2024. Malheureusement, l'annonce de cette triste nouvelle n'a pas été faite avec le respect attendu. Il y a eu un coup à la porte, et aucun conseiller en deuil disponible pour aider les familles des soldats morts à traverser leurs moments difficiles. Chaque famille d'un soldat mort a été conviée à une fête provinciale organisée par le comité du parti responsable de leur ville la plus proche. Lors de l'événement, les familles ont reçu les certificats de décès, choquées par la perte soudaine d'un proche, entourées d'autres familles endeuillées. Les familles ont été informées que leurs soldats étaient morts, lors d'exercices militaires sacrés, dont dépendait l'honneur de la patrie. Poutine et Kim semblent vouloir cacher désespérément la présence de soldats nord-coréens à Koursk, sans mentionner les combats en Russie. Cela soulève une autre question. Pourquoi tant de soldats nord-coréens sont morts à Koursk ? Beaucoup de ces soldats sont censés appartenir au corps d'élite de la tempête. Surnommés le 11e corps, ces soldats sont apparemment entraînés à l'infiltration, à l'assassinat et au sabotage d'infrastructures. Toutes des compétences clés que Poutine pourrait utiliser pour affaiblir les défenses de l'Ukraine à Koursk. Michael Madden du centre Stimson dit que chaque soldat du corps de tempête est formé pour résister à un haut degré de douleur physique et de torture psychologique. Ce deuxième point peut expliquer la volonté des Nord-Coréens de se faire exploser avec des grenades plutôt que d'être capturés. La Russie a ses forces spécifiquement à cause de cette acuité mentale, Madden ajoutant que ce que le corps de tempête manque en combat, ils le compensent par ce qu'ils peuvent tolérer physiquement et mentalement. Cependant, comme observé à Koursk,
Les capacités réelles du corps de tempête diffèrent grandement de l'image méticuleusement façonnée par la Corée du Nord de ses forces d'élite. La raison est que presque tout ce que nous pensions savoir sur les soldats d'élite nord-coréens provient de la propagande. En réalité, ils sont mal formés et moins capables que ce que Kim voudrait faire croire, peut-être même à Poutine. C'est ce qu'a déclaré un ancien soldat nord-coréen nommé Ryu Seong-hyun, qui s'est entretenu avec Dimple Video sur son expérience au sein de l'armée de son pays, et ce que nous voyons maintenant à Koursk. Et l'une des premières choses qu'il souligne est que l'amour de Kim pour le panache masque le fait que ses meilleurs soldats ne sont même pas formés au même niveau que l'infanterie de base dans d'autres pays. Selon Ryu, les actualités présentent cela de façon très grandiose. Mais en réalité, ce n'est rien de spécial. Le corps de la tempête se contente de casser des briques avec leur tête et de fracasser des pierres contre leurs estomacs. Mais la guerre moderne n'est pas un jeu vidéo. Leurs estomacs restent vulnérables aux balles. Cela corrobore les propos du service national de renseignement indiquant que l'armée nord-coréenne n'est pas prête pour une guerre moderne. Alors que l'Ukraine a constamment innové dans sa lutte contre la Russie, en montrant notamment comment les drones peuvent être utilisés pour frapper tout, des cibles humaines aux tanks et navires. Les soldats de la Corée du Nord semblent se préparer pour un combat corps à corps dans des scènes qui pourraient être tirées d'un film d'arts martiaux. Casser des briques avec sa tête peut montrer une certaine dureté, mais comme le dit l'ancien soldat nord-coréen, en quoi serait-ce utile dans une guerre urbaine? Ryu révèle que les critères nord-coréens pour élire les membres du Storm Corps sont peu impressionnants. Pour la physique, ils choisissent des soldats mesurant principalement plus de 165 cm, environ 5 pieds 5 pouces. Leurs conditions physiques surpassent donc celles des autres unités. La décision de Kim a une logique. Il veut les guerriers les plus forts et les plus grands dans ses forces d'élite pour créer un facteur d'intimidation. Mais un DM65 est loin d'être grand, comparé à la moyenne de 1 DM80 pour les hommes en Ukraine. C'est une vision à court terme. La Corée du Nord rate sûrement de nombreux brillants esprits qui ne remplissaient pas les critères physiques du corps de tempête. La Corée du Nord offre également des incitations aux soldats envoyés en Russie. Selon Ryu, si ces soldats acquièrent une réelle expérience au combat et rentrent en Corée du Nord, ils seront probablement promus commandants dans l'armée. Une fois de plus, l'écart de qualité entre l'armée nord-coréenne et de nombreuses autres est mis en évidence. Avoir une expérience de combat suffit pour devenir commandant, ce qui n'est pas surprenant dans un pays n'ayant pas été impliqué dans un conflit majeur depuis la guerre de Corée, terminée en 1953. L'ex-soldat a aussi révélé que même les Storm Corps sont mal entraînés et affamés en Corée du Nord, et leur situation ne s'est pas améliorée depuis leur arrivée à Koursk. Les actualités rapportent que les soldats en Ukraine manquent de nourriture et sont dans une situation précaire due à l'absence de ravitaillement. La famine semble courante à tous les niveaux de l'armée nord-coréenne. L'ancien soldat interrogé par Dimple Video n'est pas le premier à évoquer ce problème. En décembre 2024, un ex-soldat de l'armée nord-coréenne a confié à la British Broadcasting Corporation que le Storm Corps souffrait constamment de pénurie alimentaire. Anul, ancien membre de l'unité d'élite nord-coréenne, raconte avoir perdu près de 10 kilos durant son premier mois de service, contraint de se nourrir uniquement de choux moisis et de maïs craquelé. La situation ne s'est guère améliorée lorsqu'il a été déployé comme guide de première ligne dans une zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La nourriture, notamment le riz remplaçant le maïs, coupé avec du sable, passerait d'abord par les unités arrière avant d'atteindre les soldats d'élite à l'avant. Je crois que la situation dans l'armée nord-coréenne est encore pire que dans un véritable scénario de guerre, ajoute Ryu. La Corée du Nord est actuellement incapable de cultiver correctement en raison du manque d'engrais et des sécheresses régulières, selon lui. Selon Ryu, même les montagnes du pays sont stériles, et ceux qui y vivent doivent affronter des glissements de terrain et l'érosion, ce qui entrave l'approvisionnement militaire à temps. Cela ne fait qu'empirer pour le corps de la tempête. La majorité de leur formation est axée sur une forme de combat inadaptée à la bataille de Koursk. De plus, ils souffrent de la faim avant et après leur arrivée en Russie. La Corée du Nord n'a pas assez de nourriture pour les nourrir. Ce problème a aussi un impact moins apparent sur l'utilité d'un soldat du corps de tempête au combat. Selon Ryu, les soldats nord-coréens, même les meilleurs, consacrent plus de temps à l'agriculture qu'à l'entraînement militaire, suggérant qu'ils passent la majeure partie de leur temps à essayer de se nourrir. Tout le temps passé à l'agriculture se fait au détriment de la formation au combat. L'entraînement militaire repose sur la capacité des soldats à se déplacer à l'unisson sous l'ordre du commandant, explique Ryu. Grimper à des cordes, escalader des murs ou casser des briques n'est pas un véritable entraînement militaire, bien que l'ancien soldat ne soit pas totalement précis. L'escalade fait souvent partie des parcours d'obstacles, de l'entraînement de base. Il affirme que l'armée nord-coréenne utilise ce type d'entraînement pour remplacer quelque chose de réellement utile au lien du soldat avec Poutine.
Apprendre à tirer avec une arme à feu. Les soldats nord-coréens en formation utilisent rarement un fusil dans des situations de tir réelles, les rendant inexpérimentés avec les armes qu'ils sont censés utiliser contre les forces aguerries de l'Ukraine. Heureusement, leur discipline et endoctrinement les empêchent de réaliser que leur formation est inférieure aux normes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À présent, nous obtenons beaucoup de contexte sur pourquoi les forces spéciales de l'Ukraine ont pu éliminer des pelotons entiers de soldats nord-coréens à plusieurs reprises, à Koursk. En réalité, c'est un combat inéquitable. Les Nord-Coréens ne sont pas préparés pour leur situation actuelle. Ils peuvent à peine tirer leurs armes. Leur propagande ne vante que leur capacité à briser des briques avec la tête et à écraser des pierres avec l'estomac. L'Ukraine a des drones et des soldats expérimentés. Bien sûr, il s'agit de traquer et de détruire les soldats nord-coréens. Mais tout cela soulève d'autres questions. Si Poutine et Kim savent que les soldats nord-coréens à Koursk ne sont pas à la hauteur, pourquoi la Corée du Nord les a-t-elle envoyés initialement ? Et pourquoi y a-t-il maintenant des spéculations selon lesquelles Kim a l'intention d'envoyer encore plus de soldats en Russie, en utilisant un modèle de rotation qui pourrait conduire à un nouvel approvisionnement de milliers de nouvelles troupes à Koursk tous les quelques mois ? Pour Poutine, pas besoin de soldats expérimentés ou talentueux. La réponse est simple. Poutine a simplement besoin de plus de chair à canon pour nourrir son broyeur à viande, afin d'épuiser les ressources de l'Ukraine jusqu'à ce que la Russie submerge les fortifications de Koursk. Pour Kim, cela dépend de ce que la Russie peut lui offrir en échange. Je pense que Kim Jong-un veut envoyer 100 000 soldats nord-coréens, pas seulement 10 000. Actuellement, Kim a surtout besoin d'argent. Ryu croit que le but principal est d'envoyer du personnel à l'étranger pour apprendre différentes technologies, acquérir une expérience de guerre et gagner de l'argent. Cela va poser un problème à la fois pour l'Ukraine et pour l'armée de la Corée du Nord à l'avenir. L'approche de Kim, qui privilégie l'argent, montre qu'il est prêt à sacrifier des dizaines de milliers de ses propres troupes simplement pour obtenir plus de fonds de Moscou, affaiblissant ainsi son armée nationale. L'Ukraine doit affronter des milliers de nouveaux soldats nord-coréens tous les quelques mois alors qu'elle tente de conserver les territoires qu'elle défend à Koursk. Nous avons maintenant la preuve de l'efficacité des forces spéciales ukrainiennes lors de leurs affrontements avec les soldats nord-coréens. Les deux engagements mentionnés ici combinés entraînent la mort de 30 nord-coréens, dont au moins un officier et probablement plusieurs membres de l'élite Storm Corps. Si Kim envoie plus de soldats en Russie, le SSO aura plus d'occasions de chasser. Mais que pensez-vous de l'annihilation par l'Ukraine de pelotons entiers de Nord-Coréens ? Cela indique-t-il la terrible formation et l'endoctrinement omniprésent que subissent quand ces soldats nord-coréens ? Kim et Poutine se soucient-ils même du fait que tant de soldats nord-coréens meurent ? Ou sont-ils heureux que les sacrifices soient bien faits, tant que chacun obtient ce qu'il veut de l'autre ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé la vidéo.